On poursuit cette matinée consacrée à la publicité mobile avec un autre sujet absolument essentiel, celui de la qualité, celui de la visibilité, celui de la brand safety. Et j'invite Yann Leroux d'Integral Ad Science à nous rejoindre sur scène pour une présentation. On l'applaudit. Si on peut avoir ce micro, merci. Bonjour à tous. Donc moi je suis Yann Leroux, je dirige Integral Ad Science pour la France et l'Europe du Sud. Je vais moi aussi vous parler de publicité, c'est un peu la thématique de cette fin de matinée. Nous, Integral Ad Science, en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une société technologique globale, de base américaine au départ, et qui fournit à l'ensemble des acteurs de la publicité, dont mobile, des solutions de mesure passive et d'optimisation dynamique ou active de la qualité média. La qualité média, c'est l'ensemble des indicateurs de qualité d'exposition et de qualité de l'environnement dans lequel la publicité est insérée et diffusée. Typiquement, ça va être la visibilité, la fraude, la brand safety. Ce que je voulais faire aujourd'hui, ce matin, avec vous, étant dans le cadre du MMA, c'est faire un peu un état des lieux sur la situation de la qualité média dans le domaine du mobile et tirer peut-être quelques recommandations générales sur les années à venir et comment le mobile pourrait maximiser finalement sa part de marché sur ce marché extrêmement compétitif de la publicité en général et de la publicité digitale en particulier. Alors, je vais rappeler des chiffres qui ont déjà été beaucoup évoqués ce matin, donc je vais le faire de manière assez rapide, mais en tout cas, on va le faire d'une manière iconographique, comme dirait David tout à l'heure. Les investissements publicitaires, on l'a évoqué tout à l'heure, donc selon le SRI, c'est quasiment la parité maintenant avec le mobile qui est donc passé très légèrement devant l'environnement ordinateur. Desktop n'est pas forcément le terme utilisé, c'est ce qui est mis dans les études, mais desktop, dans ces chiffres, correspond à l'ordinateur qui soit desktop ou laptop, donc ordinateur fixe ou mobile, ou portable, pardon, avec de l'autre côté le mobile qui inclut les tablettes. Donc sur la partie publicitaire, on a effectivement le mobile qui est passé devant l'ordinateur. Donc ça, c'était la grande révolution du début de l'année sur le premier semestre. Si on regarde avec Médiamétrie les chiffres de temps passé, qui sont aussi sur le début de l'année, on a une répartition du temps qui n'est pas exactement la même, puisqu'on a une surconsommation du mobile par rapport à l'ordinateur à hauteur de 62, dans un rapport de 62 à 38. Donc effectivement une situation qui peut paraître injuste, un média encore sous-investi. La réalité, c'est que l'évolution des investissements publicitaires est toujours en retard car il suit celui de l'évolution des usages. Donc là, c'est assez évident quand on regarde les choses en tendance. Mais en tout cas, la photographie aujourd'hui, c'est que pour l'instant, le média mobile est encore sous-investi. Ce qui est intéressant à partir de là, c'est de rentrer un petit peu dans les détails. Donc je vous propose de faire un petit état des lieux. Si on regarde un premier élément, un premier axe d'analyse sur la qualité d'exposition, donc dans quelle mesure la pub est exposée d'une manière susceptible de créer un impact et d'avoir une efficacité business, qui est un tout petit peu centrale et qui est devenue très centrale ces dernières années dans la publicité digitale en général, donc y compris sur le mobile. Donc la visibilité notamment, ce fameux indicateur qu'on a vu dans beaucoup de présentations ce matin, qui a beaucoup été évoqué. Je vais comparer la visibilité à la fois le mobile par rapport au desktop et sur les deux formats principaux que sont d'un côté le display et de l'autre la vidéo. Sur le sujet de la visibilité, ce qu'on voit très clairement, c'est que le mobile est pour l'instant en retrait par rapport à l'ordinateur sur ces items de visibilité. Avec les pourcentages indiqués sont des pourcentages d'impression visible sur le fameux standard IAB-MRC que je ne vous ferai pas l'insulte de rappeler aujourd'hui. Mais en tout cas, on a aujourd'hui sur le mobile, qu'il soit app ou mobile, selon les mesures disponibles, un léger retard. Donc on n'est pas encore exactement au niveau de celui de l'ordinateur. Deuxième indicateur de qualité d'exposition et de visibilité, c'est la durée d'exposition. Je vais y revenir parce que cet indicateur est à la fois récent, nouveau, en tout cas il monte sur le devant de la scène. Il n'est pas révolutionnaire en soi, mais par contre le fait qu'il devient central est révolutionnaire. Et ça, c'est ce qu'on pousse énormément. Donc je vais être amené à rappeler et en parler de manière un peu plus détaillée tout à l'heure. La durée d'exposition, c'est combien de temps la publicité est vue à partir du moment où elle est visible. Donc c'est une fois que le seuil est franchi, qui est la partie haute du chart, sur la partie basse, combien de temps en secondes la publicité est-elle visible. C'est évidemment très important en valeur absolue et c'est très important par rapport à la durée de l'animation publicitaire. Il est assez évident qu'une publicité vue pour 100% de son animation va avoir beaucoup plus d'impact qu'une publicité vue sur une partie de son animation. C'est vrai dans tous les médias, c'est évidemment vrai sur le mobile et sur l'ordinateur. Sur la durée d'exposition, on est là aussi un petit peu en retrait sur le mobile par rapport à l'ordinateur, avec des indicateurs donc, de quelques secondes d'écart entre ce qu'on voit sur l'ordinateur et ce qu'on voit sur mobile.
la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite et qu'est-ce qu'on peut prédire. Si on regarde les courbes récentes sur les dernières années pour l'ordinateur, les courbes sont très favorables et on voit que l'ordinateur est lui aussi parti de niveaux plus bas qu'aujourd'hui et avec une progression constante sur ces items de visibilité d'une année en année sur les 3-4 dernières années, que ce soit en vidéo ou en display, donc les deux formats vidéo, format display. On peut présumer que le mobile, à condition que l'ensemble des acteurs fassent l'effort et travaillent ce sujet, mais la présentation précédente laisse penser que c'est le cas et c'est en cours, on peut anticiper, et à cette condition-là, que les choses s'améliorent et qu'effectivement, on continue d'améliorer cette part d'impression visible qui est tellement importante parce que la monétisation des impressions non visibles va devenir de plus en plus compliquée dans le marché digital actuel et encore plus dans celui qui se profile. Donc on peut penser que les chiffres actuels, qui sont certes en dessous, vont s'améliorer et qu'on va avoir une très jolie courbe vers le haut sur les années à venir. Deuxième type d'axe d'analyse, deuxième axe d'analyse sur la qualité d'exposition, la qualité média de manière générale. C'est justement, après avoir fait la qualité d'exposition avec la visibilité, c'est la qualité de l'environnement dans lequel la publicité est diffusée. Là, on va se focaliser dans cette analyse sur deux indicateurs clés, deux phénomènes clés très différents. Le premier, c'est la fraude, qui, en deux mots, parce que c'est très complexe, ce sont des impressions frauduleuses, donc des impressions artificielles, donc ce n'est pas vu par des humains, c'est des impressions qui font uniquement tourner le compteur d'impression de manière totalement artificielle, à l'aide de logiciels, et qui permettent aux fraudeurs en question, aux opérateurs de ces logiciels et de ces robots, ce qu'on appelle des robots, de récupérer, de capter de manière extrêmement, donc totalement frauduleuse, une partie du gâteau publicitaire, et donc de détourner les budgets des annonceurs. Donc sur la fraude, on voit pour le coup le mobile est devant puisque le taux de fraude sur la part d'impression qu'on détecte comme frauduleuse sur le mobile, qui est pour l'instant mesuré en web mobile, est inférieur par rapport à celui qu'on constate sur l'ordinateur. L'explication qu'on peut amener à ça, la plus probable, il y en a plusieurs, mais la principale est probablement que la fraude suit les investissements et que l'investissement, la bascule des investissements sur mobile étant progressive et venant de se faire assez récemment, pour l'instant la fraude est là où le gros du marché est, qui est le desktop. Et on peut imaginer malheureusement que les fraudeurs, et donc la fraude, va suivre la migration des investissements sur le mobile. Je prendrais les paris que l'on devrait voir plus de fraude sur le mobile dans les années qui viennent, malheureusement, puisque la fraude, le motif de la fraude, c'est uniquement l'appât du gain, et donc ils vont suivre les budgets. Deuxième sujet sur la qualité de l'environnement dans lequel la publicité est diffusée, contexte risqué, qu'on traduit en général dans le jargon par brand safety, donc le risque pour la marque d'être diffusée dans certains contextes problématiques. Je peux citer l'adulte par exemple, de manière assez classique, mais ça peut être des contenus violents, des contenus terroristes, ça peut être des contenus haineux, des choses comme ça, des fake news, tous ces environnements dans lesquels les marques, à des degrés divers d'ailleurs, chaque marque a ses propres exigences ou ses propres attentes, vont vouloir ou pas être diffusées, vont être prêtes ou pas à être diffusées. Là-dessus, la situation est assez partagée. D'abord, les taux sont assez faibles, la part d'impression risquée est assez faible. Et deuxièmement, on a effectivement sur le format display le mobile qui est un poil plus risqué que l'ordinateur et inversement, en format vidéo, l'inverse, donc l'ordinateur qui reste un environnement un poil plus risqué que le mobile. Donc une situation beaucoup plus contrastée sur ces contextes risqués. Ce qui est intéressant des contextes risqués, de la brand safety, c'est que, et c'est très important surtout de se garder en tête que c'est un phénomène multiforme, c'est-à-dire que ce n'est pas une seule catégorie d'une part. Donc dans la brand safety, il y a une multitude de catégories, 7, 8 selon les approches. Chez nous, il y en a 8 maintenant, avec par exemple le contenu adulte, je n'ai pas besoin de vous expliquer, je pense. Les langages offensants, donc des choses très grossières, on va dire, qui sont des contenus dans lesquels beaucoup de marques ne voudront pas être diffusées, la violence, par exemple, les discours haineux, et ainsi de suite. Donc l'important, c'est de travailler par catégorie et d'être spécifique sur chacune des catégories. Deuxième point, la brand safety, c'est subjectif. En tout cas, c'est propre à chacune des marques. La marque A va être très sensible et va être très exigeante sur la brand safety dans telle catégorie ou telle catégorie. Inversement, une autre marque aura des exigences différentes et ou dans des catégories différentes. Donc la sensibilité au risque va être différente et les risques présentés pour une marque donnée par certains contenus va être différent. Donc c'est très important d'être spécifique. Dans le cadre de benchmark, on est évidemment obligé de fournir des chiffres généraux, mais bien garder en tête que la brand safety est propre à chacune des marques. Si on rentre donc dans ces catégories, pour être un peu plus spécifique sur la brand safety, ce qu'on constate, c'est que les catégories ne sont pas les mêmes. Les risques principaux dans le domaine de la brand safety, dans le domaine du mobile, ne sont pas les mêmes que sur l'ordinateur. Ce qui sort le premier en format display sur le mobile, ça va être le contenu adulte, qui va être donc plus présent proportionnellement que les autres contenus problématiques ou potentiellement problématiques, alors que sur l'ordinateur, c'est les discours haineux qui vont dominer. Dans le format vidéo, ça va être toujours en mobile, ça va être la violence cette fois-ci qui va dominer,
Alors qu'en ordinateur, là aussi, comme pour le format display, ça va être les discours haineux qui vont, le contenu, les discours haineux qui vont dominer en termes de part des risques. À partir de là, donc on a un peu établi cet état des lieux en comparaison, en benchmarkant le mobile par rapport à l'ordinateur. Ce que je vous propose, c'est de tracer des pistes sur les perspectives à venir et quels conseils on peut apporter aux acteurs de ce secteur, pour acheteurs ou vendeurs d'ailleurs, hein, pour tout simplement contribuer à améliorer de manière permanente ce mobile. Bien garder en tête que c'est une démarche un peu continue, hein, la qualité média et l'amélioration des contenus. Ce n'est pas quelque chose qui est bon ou mauvais au départ et qu'ensuite on améliore. Il n'y a pas de bon ou mauvais, c'est juste on est un état au départ. Et ensuite, l'idée, c'est de travailler dans le sens de ce que demandent de plus en plus les annonceurs et qui va permettre donc de mieux monétiser les inventaires et d'avoir des campagnes de plus en plus efficaces. Alors le premier axe, c'est de mesurer. On ne contrôle que ce qu'on mesure. Donc la première recommandation qu'on fait, très clairement, c'est de mesurer, donc mettre en place un monitoring. La mesure dans le domaine du mobile, donc pareil, il faut distinguer par environnement d'un côté, par format de l'autre. L'environnement web mobile ne pose pas de problème particulier pour le format display à partir du moment où on est sur des formats standards IAB. Quand on veut mesurer des formats vidéo, c'est un poil plus compliqué techniquement parce que c'est dépendant du standard VPED, qui est lui aussi un standard IAB. Le VPED est disponible dans la plupart des cas, mais pas toujours. Certaines applications, certaines technologies cell-sign ne supportent pas le VPED et donc, du coup, pose un problème à la mesure de la vidéo. Dans l'environnement applicatif, la mesure du display est possible et dépend du standard MRED, qui est lui aussi un standard IAB, qui est très largement répandu, mais pas à 100%. Donc on a là aussi certaines applications qui devraient logiquement appliquer ce standard, qui est un standard publicitaire pour les régies, pour les éditeurs, pour mettre dans leurs apps, n'est pas toujours respecté. Et donc on peut avoir dans certains cas, de manière ponctuelle, des problèmes, mais globalement la mesure est possible. Sur la mesure de la vidéo dans l'univers applicatif, elle est totalement dépendante d'un SDK, dont je vais reparler en détail, puisqu'il y a une initiative marché qui a été prise d'ailleurs à l'initiative d'IAS il y a quelques années. On va faire le point sur ce projet dans une minute. Et enfin, les walled gardens, donc les grandes plateformes propriétaires sur lesquelles les mesures par tag ne sont pas possibles. La bonne nouvelle, c'est que le mode d'intégration retenu, qui était une intégration serveur à serveur, permet de mesurer avec beaucoup moins de limitations, puisqu'on est beaucoup moins limité par les problèmes de diffusion et les problèmes de technologie côté client, puisque la mesure est côté serveur. Donc là, on a une mesure très facile, de quels que soient les formats, quels que soient les univers, à partir du moment où il y a une intégration, qui est notre cas IAS, avec l'ensemble de ces acteurs, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat et d'autres. On est intégré avec ces plateformes et on est capable de mesurer ces plateformes. Le SDK, donc je disais à l'instant, le SDK a été initié maintenant il y a 2 ans, on ne va pas refaire l'historique global, on en parlait je crois à la présentation précédente. Les SDK c'est un vrai problème, il y a une multiplication des SDK. Là je parle bien des SDK de mesure, hein, pas un SDK publicitaire qui permet de faire de la monétisation, donc on est dans un SDK de mesure. SDK de mesure c'est la dernière chose qu'un éditeur veut implémenter sur son site, donc il était important de passer d'une logique de chacun amène son SDK à le marché définit un SDK qui ensuite sert à tout le monde. C'est ce qui a été fait à l'initiative d'IAS qui a pris l'initiative de ce projet. Et maintenant, ça a été repris à notre demande par l'IAB et l'ensemble des acteurs du marché souscrivent progressivement à cette démarche. On a plus de 250 sociétés qui sont inscrites dans cette démarche de certification et de mise en production et d'intégration de ce SDK. Aujourd'hui, il y a 14 sociétés qui ont à la fois fini l'intégration et dont l'intégration est certifiée par l'IAB, puisque l'idée, c'est bien de vérifier que les chiffres produits sont fiables et peuvent être utilisés pour prendre des décisions. Donc 14 sociétés, dont quelques-unes que j'ai citées ici parce qu'elles peuvent être pertinentes pour le marché français. Google est en train de finaliser l'intégration et on est très confiant qu'au 31 décembre, ce sera fait. Et enfin, il y a des centaines, en fait, littéralement, de sociétés qui sont en cours d'intégration et dont on anticipe la finalisation de l'intégration et la certification par l'IAB Tech Lab au courant de l'année 2019, y compris en tout début de 2019. On peut citer des sociétés françaises comme Augury, Adotmob, ou je crois qu'il s'appelle Adot maintenant, si j'ai bien compris, et Smart, qui sont en processus d'intégration, qui sont dans la phase finale de ce processus et qui donc devraient permettre la mesure facilitée donc du format vidéo, vous l'avez compris, également du format display dans l'environnement in-app. Ça, c'est important parce que ça va rendre l'environnement in-app un peu simplifié. En tout cas, ça va rendre sa mesure simplifiée. Comme on l'a vu, la qualité média, c'est très central pour la publicité. Il est essentiel pour l'environnement in-app d'être facilement mesurable et de manière fiable. C'est ce que ce SDK permet de faire. Enfin, optimiser la qualité, on a parlé de mesure. Maintenant, le deuxième axe, tout aussi indispensable, une fois qu'on a mesuré la qualité, une fois qu'on a mis en place plutôt un système de mesure de la qualité permanent dont on vient de parler, le deuxième axe complémentaire, la deuxième brique supplémentaire à mettre au-dessus, le deuxième étage de la fusée, c'est vraiment d'optimiser. Pour optimiser, évidemment, les solutions vont varier selon l'environnement dans lequel on opère.
Donc, premier environnement, je vais aller du moins important au plus important en termes de représentativité du marché. Les achats directs, on est capable de filtrer sur les achats directs mobiles, donc les achats mesurés servis à base de tags. Et là, on a une solution de blocking qui permet d'éviter qu'une impression, donc une évaluation en temps réel de l'impression et un filtrage en temps réel d'une impression pour éviter son affichage si l'impression en question ne satisfait pas les critères de qualité média de l'annonceur qui fait tourner la campagne. Ça, c'est possible en web mobile, c'est possible dans l'univers applicatif, pas de souci, même si les achats directs aujourd'hui sont une toute petite fraction du marché. Sur le programmatique RTB, on peut utiliser des segments pré-bid, donc c'est des segments de filtrage qui sont ou de ciblage qui sont disponibles dans les DSP, que ce soit des DSP généralistes ou des DSP spécialisés mobiles. Ces segments pré-bid sont disponibles dans ces solutions et permettent de n'enchérir que sur des impressions qui satisfont les critères de qualité qui auront été définis par l'annonceur ou son agent ou la personne, l'équipe qui gère la campagne au nom de l'annonceur. Donc ces segments pré-bid sont extrêmement efficaces et permettent tout simplement de ne pas enchérir quand l'impression n'est pas satisfaisante. Enfin, et ça représente une énorme masse en termes de consommation et d'investissement média, les fameux walled garden, où aujourd'hui, notamment avec YouTube et notamment pour l'instant avec YouTube, on a mis en place une solution où on est capable d'exporter à partir de la mesure des canaux, des channels, hein, donc des chaînes YouTube et des vidéos, puisque la mesure est faite au niveau vidéo, qu'on peut ensuite, sous forme de fichier évidemment, qui peut être ensuite réimporté dans l'interface de gestion des campagnes YouTube chez Google et qui peut permettre de blacklister les chaînes ainsi que les vidéos concernées pour éviter de réacheter dessus. Donc c'est une procédure un petit peu manuelle. Évidemment, tout le monde travaille à faire mieux que ça, mais pour l'instant, en tout cas, l'optimisation est possible à travers ce processus de partage de fichiers. Maintenant, ce qui est important, on l'a vu, c'est effectivement de bien gérer, de bien optimiser l'ensemble de ces paramètres médias. Quand on regarde aujourd'hui les statistiques types sur une campagne, quand je fais une campagne typiquement, et c'est des statistiques qui sont très peu connues en général, hein, tout le monde est toujours surpris de voir ces chiffres, donc je vous encourage à regarder vos campagnes, à les mesurer, ne serait-ce que pour faire ce diagnostic. En général, quand on fait une campagne, on a entre 60 et 80% des internautes exposés à la campagne qui ne voient qu'une ou deux impressions. Donc ça, vous pouvez le voir dans notre serveur, hein, il n'y a pas besoin de déployer des technologies comme les nôtres, mais en tout cas, vous avez une répétition qui est extrêmement faible. Deuxième niveau, si vous rajoutez le filtre de la visibilité sur ces impressions, donc sur cette répétition, et que vous regardez le nombre d'impressions visibles auxquelles l'internaute exposé à la campagne a été effectivement exposé, eh bien on a un chiffre où en général, vous êtes entre 70 et 85% des internautes exposés à la campagne qui vont être exposés à uniquement une impression visible. Donc c'est évidemment pas beaucoup. Évidemment, quand on est dans cette situation, qui peut être changée, qui peut être améliorée, qui doit être améliorée, cette impression qui reste, elle doit absolument être très visible. Sinon, vous avez un gros problème, votre campagne n'a aucune chance d'avoir le moindre impact. Donc comment on fait à partir de là? Il faut travailler la durée d'exposition. Il faut évidemment améliorer les indicateurs et la part d'impression visible, à l'individu notamment, mais il faut également travailler sa durée d'exposition pour que chacune des impressions, et on voit que des impressions visibles, il n'y en a pas tant que ça, que chacune donne à la publicité sa chance de générer l'impact maximal. Aujourd'hui, les chiffres ne sont pas si mauvais une fois que l'impression est visible, et il n'y en a pas tant que ça, effectivement, mais les impressions visibles sont globalement très visibles. Donc on a sur le display 9,3 secondes dans l'environnement web mobile, puisque c'est ce qu'on mesure aujourd'hui, et sur la vidéo, quasiment 15 secondes d'exposition. Pour autant, c'est des chiffres très significatifs, hein, c'est des expositions assez longues, mais qui, dans la plupart des cas, vont être inférieures à la durée de la création, à la durée de l'animation. Il faut évidemment les rapporter à la durée du message publicitaire. Les études montrent que si je vois 50, 60, 70% ou moins du message publicitaire, je rate en général toute la révélation à la fin et je rate l'essentiel du message et le souvenir publicitaire et l'impact est extrêmement petit. Donc c'est très important de travailler sa durée d'exposition, de la mesurer en complément de la visibilité, premièrement, et deuxièmement de le faire par rapport aux animations, aux créations et la durée de ces créations qu'on va être capable de déployer sur ces campagnes. Sur ce, je vous remercie.